des entrepreneurs chevronnés new-yorkais. Pas beaucoup de femmes dans les postes décisionnels. Et moi, je me souviens au début, je me considérais comme l'experte, ce qu'on appelle en anglais le subject matter expert, donc l'experte du domaine parce que c'était quand même mon entreprise. Ces gens-là venaient de différents domaines. Mais la première rencontre où j'étais assise à la droite du chairman, donc du président du conseil, puis sur un sujet, ben j'apporte une opinion, mon avis. Il a fait le saut, littéralement. Là. Il y a de la vie à ma droite, au secours. C'est quoi ça? Donc, quelqu'un qui parle? Non, mais ça les a comme brusqués. Je sais que je les ai brusqués, mais pour moi, c'était pas comme, mais là, comment je vais m'insérer dans ce conseil? C'est, OK, vous avez acheté ça, là. C'est mon travail de vous éduquer sur une réalité que je connais mieux que vous. Je veux dire, ça fait 20 ans que je fais ça. Et c'est là qu'on s'en va. Puis moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Fait que si je déplais et je dérange, bien, faites avec. Parce que c'est là qu'on s'en va. Tu prends ta place. Donc, en fait, je considérais que c'était mon mandat, que j'étais légitimée et que si j'avais pas fait ça, j'aurais desservi leurs intérêts, même s'ils ne savaient pas, les intérêts de 8D qui étaient devenus Motivate. Pour moi, c'est comme, je suis vraiment quelqu'un de résultat. Tu sais, objectif, résultat. Puis j'essaie de pas trop m'enfarger dans les fleurs du tapis, qui étaient eux à ce moment-là. No offense, mais j'avais un message à passer. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Parce qu'on a à cœur le Québec d'aujourd'hui et de demain, on est là pour soutenir les leaders d'ici, engagés, visionnaires et passionnés. Ensemble, on s'investit pour avoir un impact positif sur notre société. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour un épisode aujourd'hui de grande entrevue. Les Dérangeants, c'est quoi? Vous nous connaissez après 8 saisons. C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ. Comme à chaque épisode, je suis accompagné d'un co-dérangeant. J'aurais pu avoir un Dominique Gagnon, Farnel Fleurant, Elisabeth Abatiello, Philippe Lamarre, mais j'ai choisi aujourd'hui Marie-Josée Richer. Bonjour. Allô, Étienne. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, on reçoit Isabelle Bété de 8D Technologies, qui est en fait une entrepreneure extrêmement inspirante qui est derrière la technologie des Bixi. Et j'ai vraiment hâte de lui parler, mais je serais juste curieux, toi, tu arrives avec quelle énergie aujourd'hui face à cette entrevue-là? Bien, j'arrive avec beaucoup de curiosité. J'ai l'impression qu'Isabelle va vraiment beaucoup m'apprendre. Je suis vraiment impressionnée par son parcours, puis je suis certaine que je vais retirer quelques pépites de son discours. Bien, moi, je trouve que vous avez un peu la même énergie, même, à un certain sens, les mêmes valeurs d'entrepreneur, mais on va découvrir ça parce que, en fait, je l'ai dit d'entrée de jeu, regardez dehors, on a les vélos en libre service, que ce soit les Bixi ici à Montréal, les City Bikes à New York, les Santander Cycles à Londres, en fait, que ce soit de Abu Dhabi jusqu'aux rues parisiennes, la technologie de 8D Technologies a vraiment marqué les 15 dernières années avec le vélo en libre service. C'est la Rolls-Royce de ce système-là, mais c'est aussi de la hard tech. C'est du hardware avec du software. C'est pas facile. C'est des trucs qui rouillent, ça brise. Et donc, on n'est pas dans un logiciel SaaS qu'on vend des abonnements. C'est vraiment de l'entrepreneuriat à l'état pur et c'est pas simple. Surtout pour une femme en tech, en fait, ça a dû être de briser des stéréotypes. Isabelle a récemment publié son nouveau livre, en fait, qui s'appelle Mindset, les 10 lois de la jungle, qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies et que j'ai dévoré, honnêtement, en une semaine. Vraiment très intéressant. On va lui en parler aujourd'hui. Mais plus sincèrement, on va aussi vraiment aborder la question de est-ce qu'au Québec, on peut garder nos belles entreprises? Parce qu'en fait, 8D Technologies a été vendu à Motivate à New York et puis à Lyft, le géant de l'autopartage, le compétiteur de Uber. Et donc, il y a des règles brutales en affaires qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut survivre face à des géants américains? Est-ce qu'on peut se démerder de la PME québécoise? Et donc, on va vraiment creuser ces règles-là et on va parler de son histoire qui est foutrement intéressante. Donc, préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on va célébrer une conquérante, mais on va aussi pleurer et essayer de comprendre la perte d'un fleuron. C'est un épisode qui répond à la question que personne n'ose poser. Pourquoi les meilleurs d'entre nous finissent toujours par partir? N'oubliez pas de vous abonner aux Dérangeants, que ce soit sur les plateformes Apple, Spotify, YouTube. Ça nous permet de continuer de créer de l'excellent contenu pour briser l'isolement des entrepreneurs au Québec et continuer de nous supporter et vraiment d'alimenter cette belle communauté-là de bâtisseurs. Donc, sans plus tarder, on commence notre entrevue. Bonjour Isabelle. Bonjour Étienne. Merci beaucoup de te joindre aux Dérangeants. Bien, merci pour l'invitation. Je l'ai dit d'entrée de jeu dans l'intro, en fait,
8D Technologies, l'entreprise que tu as bâtie avec ton frère, c'était pas un simple software, c'était pas simplement du hardware, c'était la combinaison des deux, ce qu'on va appeler du hard tech. C'est quoi la différence, en fait, par rapport à juste avoir une entreprise de SaaS, qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a une complexité beaucoup plus grande que d'avoir une business dans le hard tech? Ciel, oui. En fait, on a commencé software. Le modèle SaaS, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Les revenus récurrents, c'est magnifique. Donc, c'est un modèle qu'on a adopté d'entrée de jeu. Sauf qu'on était dans le domaine du point de vente, ce qu'on appelle le machine-to-machine, donc des machines qui interagissent sans intervention humaine. Et dans ce domaine-là, le hardware a rapidement fait son apparition. On a commencé dans le parking, donc avec les solutions de bornes de stationnement. Et on faisait, à ce moment-là, on offrait le paiement sans fil en temps réel, alors qu'à ce moment-là, ça se faisait en différé, ce qu'on appelait batching. Et il y avait énormément de pertes pour les opérateurs de stationnement, ce qu'on ne réalise pas, parce qu'il y avait des mafias qui se promenaient avec des cartes de crédit volées. Et donc, ils pouvaient payer et l'opérateur perdait complètement ses fonds et s'en apercevait comme 3 jours après. Donc, le besoin est venu d'avoir du paiement sans fil en temps réel, ce que nous, on pouvait offrir avec notre plateforme logicielle à ce moment-là. Sauf que pour installer ça dans une borne de stationnement, ça prend les cartes électroniques qui sont du hardware. Et comme on est sur rue, pas branché, pas d'électricité, donc au solaire, et cette solution n'existait pas. Donc, c'est à ce moment-là, au début des années 2000, qu'on a fait notre entrée dans le merveilleux monde du hardware, à mon corps défendant. On a créé ce qu'on appelait le Blue Box, qui est devenu l'intelligence d'une borne, qui était une borne à ce moment-là de tierce partie, qui a fonctionné, donc la solution de paiement, avec le logiciel, le back-end. Donc, l'envergure de la solution logicielle était vraiment là. À ça, on a greffé le hardware. Dans la progression de l'entreprise, on a réalisé avec le temps, en développant le marché du parking avec un partenaire, que celui qui avait la borne, donc ce qu'on voit sur rue à Montréal, les grosses bornes de stationnement, également les bornes du système de vélo, celui qui a la borne a le client. Donc, nous, on était toujours en arrière avec le cœur de la solution. Donc, on a décidé de développer la borne. Et honnêtement, c'est une grosse décision et j'ai été la dernière de l'équipe à faire OK. Ah oui, carrément? Ça te tentait pas? Zéro. Non, parce que la complexité du hardware, c'est que ça coûte extrêmement cher. On aurait pu ouvrir un musée, sérieusement, avec toutes les versions de ce qu'on a développé. Les versions de bornes, les versions de cassettes, ce qu'on appelle les cassettes dans le vélo en libre-service. Quand on rentre le vélo dans le petit dock, la bornette, il y a une cassette. L'intelligence est là-dedans. Des cassettes, on en avait des murs pleins. Ça clignotait rouge et vert. On aurait dit un arbre de Noël. Sérieusement, à la fin, on avait 18 000 pieds carrés de bureaux au centre-ville, dans des buildings qui sont pour des banques et tout. Et nous, on avait un monte-charge industriel dans un environnement à côté de la Place des Arts extrêmement à faire, je dirais, mais nous, c'était carrément industriel. Donc, non, j'ai pas fait ça de gaieté de cœur, mais le modèle d'affaires appelait ça. C'est une gageure qu'on a prise. Le marché te le demandait. Ben oui, ça prenait cette solution-là, sérieusement, et ça nous a permis aussi de beaucoup focaliser à partir du moment où on a eu la borne, parce que c'était notre solution logicielle avec le cœur, donc l'intelligence, et l'enveloppe, la borne. Donc là, on contrôlait complètement notre destinée. Il y avait une solution clé en main, finalement. Il y avait une solution clé en main. C'était une borne multimédia, multiservice. On a fait du vélo en libre-service avec ça, mais on aurait pu faire tellement plus. C'était l'entrée pour nous, mais non, pas du tout de gaieté de cœur, sérieusement. Le hardware, c'est autre chose. Donc, avant de continuer notre entrevue avec Isabelle, on a un message de notre partenaire, le Fonds de solidarité FTQ, qui est là pour à chaque étape de la vie d'un entrepreneur, que ce soit au début du projet ou dans sa croissance. En fait, c'est du financement qui permet à nos entrepreneurs, nos bâtisseurs québécois de rester au Québec et vraiment de vivre leur rêve. On écoute ça à l'instant. La productivité du travail au Québec a progressé de 50 % moins rapidement qu'aux États-Unis dans les 40 dernières années au Québec. Et c'est pas juste les entreprises qui en souffrent, en fait, c'est vraiment toute l'économie au complet. On a avec nous une experte du Fonds de solidarité FTQ, Geneviève Guertin, qui est une habituée du balado Ma Foi, vice-présidente placement privé et investissement d'impact au Fonds de solidarité. Allô, Geneviève? Bonjour, Étienne. Dis-moi, Geneviève, pourquoi est-ce que l'innovation, c'est tant un défi pour nos PME aujourd'hui?
Bien, comme tu l'as dit, nos PME, surtout les plus matures, font face à des défis au niveau de leur agilité, au niveau également de leur compétitivité là, dans un climat mondial très, très incertain. C'est sûr que l'adoption des technologies numériques, l'application d'intelligence artificielle, c'est des leviers qui sont incontournables pour les aider à passer à travers c'est pas juste des buzzwords, là, on est d'accord. Pas du tout. Mais on peut pas nier le fait que l'adoption de ces technologies-là, ça requiert des efforts, ça veut requérir des investissements, ça requiert du temps. Dans certains cas, on parle même de changement de culture. Donc, on pense que les entreprises ont besoin de solutions concrètes pour les aider à moderniser et aussi à accompagner leurs travailleurs et travailleuses qui doivent modifier leur profil de compétences. Super intéressant. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que c'est là, en fait, que les startups ou les entreprises innovantes, on va les appeler comme ça, peuvent entrer en jeu puis vraiment faire une différence pour les PME du Québec puis amener des solutions qui sont neuves, innovantes, qu'on n'aurait pas pensé il y a 5 ans. Puis, de ta réalité, de ton expérience, comment les startups peuvent vraiment accélérer la transformation des PME au Québec? Bien, tout d'abord, ce sont les sociétés qui développent les solutions technologiques innovantes, qui peuvent être des solutions de cybersécurité, des solutions pour automatiser des lignes de production ou tout ce que tu peux imaginer. D'autre part, elles sont également souvent plus en mesure de s'adapter à leurs clients. Elles sont plus proches de leurs clients, donc elles peuvent apporter des solutions qui sont plus personnalisées. Et puis finalement, les startups ont beaucoup la culture de travailler en mode collaboratif. Puis ça, on pense que ça peut également faciliter l'adoption de leurs solutions chez les PME qui les adoptent. Si on ramène ça concrètement, le rôle du Fonds de solidarité, comment est-ce que vous aidez les PME et les startups à collaborer ensemble? Mm-hmm. Bien, tout d'abord, le fonds, on investit tant en capital de risque, que ce soit en technologie de l'information, en technologie climatique ou en sciences de la vie, qu'en capital de développement. Donc, on comprend les deux mondes. Du côté du capital de risque, bien, d'abord, évidemment, on investit dans des entreprises puis dans des fonds qui supportent les entreprises pour qu'elles développent les solutions innovantes. Donc, pour te donner un ordre de grandeur, dans les 10 dernières années, on a investi 2,7 milliards en capital de risque, 1,5 en direct puis 1,2 dans des fonds. Donc, ça, c'est une contribution importante de notre part. Et d'autre part, également, on est un partenaire bâtisseur de Accès, qui est un espace d'innovation au centre-ville de Montréal où on est très, très présent pour rencontrer les entrepreneurs, donner des formations, etc. Mais comme on est justement conscient des réalités tant des startups que des PME, on veut toujours saisir toutes les opportunités possibles de favoriser le maillage entre ces deux groupes-là. Tellement important. Tout à fait. Et une des initiatives récentes dont on est très fiers, c'est qu'on est cofondateur avec Québec Tech et Investissement Québec du mouvement J'adopte le Québec Tech, qui est un service qui va être offert par Québec Tech aux PME matures pour les aider justement à, comme tu disais, identifier, trouver des solutions innovantes locales que Québec Tech aura probablement validées comme étant appropriées pour répondre aux besoins des PME. C'est tellement un service qui est important. Puis que moi, en fait, quand on m'en a parlé, je comprenais pas que ça n'existait pas déjà. Puis enfin, c'est là pour le Québec Inc. d'avoir ce service-là de maillage. Puis allez écouter l'épisode, en fait, qu'on a fait sur le sujet avec les dérangeants, où est-ce qu'on va vraiment couvrir J'adopte le Québec Tech et comment ça va s'opérationnaliser. Mais là, Geneviève, j'aimerais ça que tu m'amènes des exemples concrets. Parce que, en fait, à quoi ressemble l'innovation au service de nos PME, puis comment ça peut aider les problèmes stratégiques que nos entreprises vivent aujourd'hui, là? Oui. Je peux te donner deux exemples concrets. Il y a une société qui s'appelle Produlit, une entreprise familiale sur la Rive-Sud de Montréal qui fait de l'emballage, qui avait des soucis sur sa ligne de production. Les employés devaient déplacer des boîtes très, 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 très lourdes. Donc, ils avaient des problèmes de santé, sécurité, de productivité. Donc, ils ont fait affaire avec une de nos sociétés en portefeuille, Vention. Donc, Produlit a commandé un robot palettiseur qu'ils ont mis sur leur ligne de production. Et puis, le résultat, bien, ça a été que la productivité a augmenté de 8 %. Le trafic dans la zone a diminué de 60 %. Beaucoup moins de risques de blessures pour les employés. Donc, vraiment une solution gagnante-gagnante. Fait que ça existe, dans le fond, 2 entreprises qui travaillent ensemble, des synergies, comme on aime les dire, là. Oui, il y a également CSL, qui est une entreprise partenaire du fonds également, qu'on connaît tous, là, une entreprise très importante en transport maritime. CSL faisait face à des défis au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Ils devaient faire face à une augmentation dans leurs coûts et ils souhaitaient diminuer significativement leur empreinte carbone. Donc, ils se sont résolument tournés vers l'innovation pour faire face à la musique.
Donc, ils ont eu recours à des biocarburants. Ils travaillent même également actuellement sur des navires électriques. Puis, ils ont aussi fait ce qu'on appelle pour la maintenance des jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'ils ont répliqué digitalement leur navire pour pouvoir s'occuper de la maintenance à distance. Puis je me souviens, parce que le groupe CSL, je pense, il disait qu'ils ont aidé leurs équipages à optimiser les routes pour éviter, par exemple, les baleines ou justement quand ils devaient contourner. Et c'est tout le temps en mouvance, ça bouge tout le temps. Mais au lieu d'avoir un voyant lumineux qui leur crie après, c'est juste une petite voix très douce. Puis là, les équipages, ça devient comme une espèce d'accompagnateur. Puis ça, c'est en temps réel, c'est l'intelligence artificielle. Donc, vraiment des beaux exemples de l'innovation qui vient aider nos PME. Plus globalement, pour l'économie du Québec, de regarder ces synergies-là, ça a quoi comme impact, selon toi? C'est clair pour moi qu'il y a un bénéfice pour la société au global, notamment au niveau de la santé-sécurité de la main-d'œuvre et également au niveau de l'environnement souvent parce que typiquement, ces innovations-là vont aider à diminuer l'empreinte environnementale des entreprises. C'est tellement un message qui est puissant. Puis j'aime ça la capsule d'aujourd'hui parce que l'innovation locale, elle existe, c'est possible. Puis il ne faut pas toujours s'imaginer que la réponse ou que ça va être répondu de l'externe. Regardons autour de nous, travaillons ensemble. Puis en fait, avec les initiatives du Fonds de solidarité, vraiment, nos PME sont bien accompagnées pour avoir ce maillage-là, aller chercher des gains, des synergies qui vont vraiment faire la différence à l'échelle internationale pour notre productivité. Merci beaucoup, Geneviève Guertin. Merci, Étienne. C'est déjà difficile de financer le software. C'est ce que j'entends. Il faut vraiment s'endetter pour développer une plateforme. Mm-hmm. Mais là, il faut financer du hardware qui est encore plus complexe. Comment vous avez fait? Qui rouille, qui a une durée de vie, qui demande d'entretien. Des composantes qui deviennent désuètes. Oui, comment on fait? Comment on se part? Comment... En fait, quand on est rendu dans le hardware, c'est qu'on a déjà une entreprise qui roule du côté software. Et nous, on a fait le choix de développer l'entreprise en ayant du service, pas que du produit. Okay. Donc, on avait du service à côté qui permettait de financer la R&D. Parce que tôt dans le processus, j'ai comme décidé que je souhaitais pas avoir de capitaux de risque, pas de VC. Et évidemment, tout le monde m'a dit, non, mais tu peux pas faire ça, Isabelle, c'est impossible. C'est impossible pour une compagnie de software, mais hardware, pense-y pas. Donc, j'ai tout entendu ça. L'affaire, c'est que j'avais pas envie d'avoir des VC. Donc, je les connais tous, je leur avais tous parlé. Pourquoi? Pourquoi tu voulais pas... Pourquoi tu n'avais pas envie d'avoir les VC? C'était un feeling à ce moment-là. Je sentais que si je prenais ce chemin-là, j'allais pas pouvoir développer l'entreprise que je voulais développer. Dans le sens que ils me verraient comme une super VP en marketing. Puis la mode à ce moment-là, là, je reviens au début des années mi-année 2000, c'était de parachuter des CEO américains. Pour développer les startups avec les résultats attendus, donc, problèmes de culture, de machin, etc. Donc, ils m'auraient dompé ça. J'aurais perdu le contrôle. J'aurais perdu le contrôle. J'aurais pas développé la business que je voulais. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'au niveau de ma personnalité, je sentais confusément que ça allait pas fonctionner. J'ai horreur de me faire dire quoi faire. Puis les batailles, ça se passe pas dans le garde-robe, ça se passe dans l'arène. Donc, avoir des partenaires qui me rendent inconfortable. Parce que mon frère et moi, il faut dire... Parce que tu as fondé l'entreprise avec ton frère. Avec mon frère. On est vraiment un tandem. Lui, le profil tech, moi, le profil commercial. On a fait bien des erreurs, c'est sûr, mais on bouge vite. Donc, on se trompe, on se relève, on vire. Qui nous aurait suivi quand, évidemment, on vend un VC, il gère son risque. Les VC n'aiment pas le risque. Personne n'aime le risque, dans le fond. Donc, mais eux gèrent leur risque. Et si on passe sur un plan de match, on ne va pas l'en changer dans 3 mois parce que les circonstances... Puis moi, je veux bien convaincre, mais pas tout le temps. Donc ça, j'aurais pas eu de plaisir à vivre dans un environnement où je dis, mais là, il faut tourner à droite. La job ne tentait pas. Non, je veux rebondir sur un élément que tu as dit. Ton frère et toi, vous aimiez bouger vite. Oui. Mais avant de vous lancer dans la technologie du vélo Bixi et du vélo partage, c'est des bornes de paiement de stationnement, comme tu disais. Oui. Vos clients étaient donc les villes. Oui. Le cycle de vente d'une ville devait être monstrueusement long, ça devait être complexe, ça devait être... Comment tu as appris à dealer avec, dans le fond, des clients qui étaient des politiciens? C'est drôle parce que, tu sais, il y a quelques certitudes qu'on peut avoir dans la vie. Puis moi, j'ai toujours dit, moi... payer ses impôts en études. Ouais, mais moi, les marchés publics, non. Mon background est en vente.
donc vente marketing. Donc, mon plaisir dans la vente, la négociation, etc. Dans un contexte de marché public, c'est des appels d'offres. Donc, en partant, c'est peu agréable. Puis un appel d'offres, ben il faut quelque part qui corresponde à ce que tu offres, etc. Donc, c'est une game de mots-clés. Il faut que tu t'assures que ton offre est vraiment c'est une game, là. Tu sais, c'est bon. Donc, c'est pas évident. La façon dont on a navigué ça, c'est que j'ai toujours essayé, même en ayant un client final qui était une ville, de mettre des corpos en avant. Donc, de faire des partenariats avec des gens qui étaient déjà en partenariat avec une ville, donc qui avaient tracé un certain chemin. Donc, on a fait une situation hybride où, à certaines villes, on a vendu directement à force de développer des relations et tout, mais avec plusieurs villes, on avait un partenaire avec nous qui, lui, comme une charrue dans une tempête de neige, avait déblayé déjà. Donc, nous, on pouvait arriver avec, dans tous les cas, une solution qui est vraiment unique. Et lui ne peut pas faire sans. Alors, nous, on arrive avec cette innovation-là. Et donc, ça a fonctionné de cette façon-là parce que, honnêtement, j'ai toujours cherché les raccourcis. Comme point A, point B, là, oui, ça peut être long, des appels d'offres. Donc, il faut que tu t'assures que tu correspondes puis que tu travailles avec des gens qui comprennent bien cette dynamique-là qui est pas évidente. Certain. Mais j'ai pas encore compris comment vous aviez financé tout seul. Je veux dire, t'as pas amené de fonds de capital de risque. Exact. Comment vous étiez autofinancé justement par le service dont tu parlais, par le software que vous aviez développé? Donc... Et plus que ça. En fait, on a bootstrappé pendant pratiquement 20 ans de A à Z. Et la façon dont on l'a fait, c'est en privilégiant, oui, les revenus clients, donc revenus clients du service, mais aussi quand on s'est mis à faire des ventes produits, un client, ça peut faire des dépôts d'avance. Et le hardware, on n'aime pas tant ça, mais ce qu'on aime beaucoup, c'est l'envergure des contrats. Et quand ça rentre d'un coup. Donc, si tu fais un contrat, je ne sais pas, de 5 millions, puis tu dis à ton client, ben quand tu signes, tu payes 33 % ça aide à payer ton supply chain parce que quand tu vas livrer, tes fournisseurs vont déjà être payés. Donc, ça, c'est un truc qu'on a fait beaucoup. On est allé se faire financer, bon, évidemment, il y a les crédits d'impôt et toutes ces choses-là. On est allé chercher aussi des investisseurs, mais en dette. OK. Et le premier qu'on a signé, ça a été un peu compliqué, j'avoue. Je l'ai signé à 8 mois de grossesse, enceinte de jumeaux. Alors, j'avais l'air d'une baleine. Et cette personne-là, qui n'était pas de l'industrie de la tech, je pense, a eu un coup de cœur pour les entrepreneurs. Il nous avait été présenté par quelqu'un qu'on connaissait, donc il était plus en confiance. Il a misé sur les individus. Puis, j'y tire mon chapeau parce que, sérieusement, une femme en tech enceinte de 8 mois, j'inspirais confiance à personne sauf à lui. Alors, lui... Bravo. T'es-tu à l'aise de dire le montant que tu lui as demandé? Bien, en fait, on l'a fait en 3 fois. Puis, il nous a financé au total 1,2 million. Quand même. Oui. Et il l'a fait en dette, donc avec un taux d'intérêt. On devait le rembourser beaucoup plus vite. Ça a pris 10 ans. Mais il a fait l'argent. Puis il a été patient. Il a été patient. Évidemment, il n'était pas de l'industrie, donc il connaissait pas bien les tenants et aboutissants. Donc, on avait des discussions régulièrement. Je l'étais au courant. Il a eu confiance. Il a été patient. Il a eu confiance en vous, en toi, j'imagine. Ben moi, j'avais confiance en moi. Moi, je me suis pas donné l'option dans l'histoire de 8D. Tu sais, quand il y a des scénarios qui étaient pas envisageables, la faillite en était un qui était pas envisageable. J'ai décidé, moi, d'entrée de jeu, ça, c'est pas pour moi. Puis il y en a qui le font, puis ça va, là. J'ai pas d'enjeu avec la leur, mais pas la mienne. Donc, quand je parlais à cet individu-là... T'étais convaincante. Ben parce que... Mais moi, j'étais complètement au bat. 100 Tu sais, quand les financiers, même les banques ou peu importe, quand ils me parlaient de risques et tout, je leur disais sérieusement, je dis, mais 100 de ce que j'ai est dans le 8D. Et je joue pour gagner, monsieur, dame. Fait que parlez-moi pas de risque. Je veux dire, c'est moi qui est le plus exposé. Comme je comprenais pas, je comprends, mais j'avais pas envie de comprendre ça. C'est comme, voyons, là, je joue pour gagner, mais je sais qu'il y en a juste 1 sur 10 qui va vraiment décoller. Je comprends ça, mais c'était moi. Mais quand je t'écoute, ça me fait penser à la citation qui dit « Un entrepreneur ne meurt pas parce qu'il n'y a plus d'argent, il meurt parce qu'il n'y a plus d'énergie. » Tu avais juste toujours de l'énergie, puis la faillite n'étant pas une option, mais même si j'ai pas d'argent, je vais continuer de me battre. Ça se fabrique, l'énergie. C'est bien dit, je vais te relancer là-dessus. Ce qui m'a fasciné de l'histoire de 8D Technologies aussi, c'est que quand vous êtes arrivé dans le marché du vélo libre-service, en fait, c'était une demande client carrément. C'est le marché qui vous a demandé, est-ce que vous pouvez développer ça? Peux-tu nous en parler? Oui. Mais en fait,
j'ai dit au début, on fait des erreurs. Là. Puis une des erreurs, c'est que notre première solution, quand on a commencé dans le produit, on n'avait pas vraiment sollicité le marché. Mon frère et moi, c'était lui ce qu'il avait envie de développer, moi ce que j'avais envie de vendre, à qui j'avais envie de vendre. On a mis ça ensemble. Mauvaise idée. Donc, on arrive au marché. On a développé la plateforme sur laquelle repose et la solution de parking et de vélo. C'était une super plateforme, mais qu'on voulait vendre sous licence. Fait que les gens pouvaient prendre ça puis développer ce qu'ils voulaient en moins de temps avec une tonne d'innovation. C'était magnifique. Sur papier, les discours, puis les gens étaient intéressés à jaser. Mais c'est comme, où sont les commandes? Puis je voyais bien que c'était trop... Tu laisses ça à l'imagination des gens. Les gens ont d'autres choses à faire que s'imaginer ce qu'ils vont faire avec ta solution. Faut les gens ouvrir la cuillère en bouche. Oui, en main. Fini. Bon. Fait que là, on a fait, OK. Et c'est comme ça qu'est venu le parking. J'ai dit, très bien, on va prendre notre plateforme, on va leur donner un exemple de ce que ça peut faire. Le parking est arrivé, il y avait un problème de paiement sans fil en temps réel. On a fait, on règle ça, on démonte, puis après ça, on va dire, c'est ça que ça fait, on retourne aux licences. Sauf que quand on a fait ça dans le parking, peu longtemps après, est arrivé un appel d'offres avec la Ville de Montréal qui voulait remplacer les petits parcomètres par des grosses bornes. Alors, on a soumissionné là-dessus avec notre partenaire qui avait la borne. C'était les petits parcomètres à 25 sous. Oui, là, exactement, avait... comme ça. Là. Et on a gagné. Puis on devait en livrer 500, on en a livré 1500. Fait que là, on s'est dit, mon Dieu, ceci est un marché. Donc, on a fait, la plateforme va devenir notre outil caché, Best Kept Secret, under the hood. On va utiliser ça. Et c'est ce qui a été à l'origine du parking et du vélo également. Donc, ta question, c'était quoi? Le vélo est venu d'une demande de la Ville qui avait vu ça ailleurs. Exact. En fait, la Ville de Montréal est allé se promener à Paris, avait vu le Vélib, était revenu, puis il nous avait dit « Ah, ça serait le fun d'avoir ça à Montréal. Puis vous qui avez la plateforme, vous avez fait le parking, pouvez-vous faire ça? » Et donc, on a bien appris de la phase 1 où est-ce qu'on s'était vraiment énervé, puis on était ce qu'il ne faut pas faire, valider votre marché d'abord. Fait que là, c'est comme, va falloir que les clients nous disent qu'ils sont prêts. Parce que le timing en affaires, c'est tout. Hein? Fait que tu veux pas avoir de l'inventaire qui dort, ou tu veux pas... Tu veux pas éduquer pendant 1000 ans, là, sérieusement. Là. Donc, ça coûte cher. Puis, je veux dire, sérieusement, on n'a pas les moyens d'éduquer. Donc, quand Montréal nous est arrivé avec ça, en fait, on est revenu puis on s'est dit, dans la ligne de ce qu'on veut faire, on a maintenant la borne, le point de vente. Ça correspond. Oui. Ça correspond à là où on s'en va. Donc, on leur a monté essentiellement la solution qu'on voit sur eux aujourd'hui, les bornes, les bornettes, les vélos, le kit au complet. Nous, nos bureaux étaient sur de Maisonneuve. Donc, on s'est mis une station sur de Maisonneuve avec les petits bonhommes qui se promenaient. Puis, on les a rappelés 2 semaines plus tard. Puis, on a déroulé le poster, la fiche géante, couleur. Puis, on leur a dit, ce qu'on jasait il y a 2 semaines, voilà. Puis évidemment, là, c'est concret, enfin. Non, mais c'est comme, wow! Fait que les mâchoires se sont décrochés. La conférence de presse a lieu un peu trop vite à notre goût, je dois dire, mais c'était tout sur papier prototype. Je veux dire, vous avez rien... Je veux dire, il fallait quand même le créer après, là. Oui, mais ce qu'on avait, on avait fait le plus compliqué. Donc, des paiements, la solution de paiement sans fil en temps réel avait roulé pour des millions de transactions dans le stationnement. Le back-end, la gestion, tout ça, ça fonctionnait. Le solaire, c'est pas évident de faire fonctionner ça. Une borne, tu sais, ça a l'air très évident aujourd'hui, là, le petit écran, etc. Mais quand on a sorti ça sur rue puis qu'il fait moins 30, puis ton écran gèle, puis là, tu te dis, OK, il faut y envoyer de la chaleur à cet écran-là, parce qu'à moins 30, il ne va pas se réveiller jamais. Là, lui, oui, mais envoyer de la chaleur, c'est de l'électricité. On est sans fil. OK, on est batterie, panneau solaire. Donc, c'est des budgets d'énergie. C'est complexe. On l'avait réglé. Donc, on avait réglé tout un paquet de trucs. Donc, il fallait juste adapter la solution au bike share et développer des composantes qui n'existaient pas non plus. Donc, ça a pris 1 an. Une année intense, remplie de hauts et de bas, mais 1 an plus tard, comme promis, on a livré. Puis, à partir de quand est-ce que tu as compris que tu tenais quelque chose qui allait sortir de la province du Québec ou qui allait vraiment devenir international? Quand on a décidé d'aller de l'avant avec cette solution-là, on a vu qu'il y avait comme un vent au niveau de l'intérêt parce qu'on arrivait, contrairement au stationnement, dans le stationnement, les gens n'aiment pas payer pour du parking. Fait que quand une administration installe des bornes, je peux pas dire que les citoyens sont en liesse. OK? La solution est efficace, c'est bien, etc. Mais bon, une administration publique va pas faire ses élections là-dessus. Le vélo en libre-service, c'est complètement autre chose. Tu amènes un service aux citoyens qui change des vies. C'est une solution verte qui fait du bien. Et c'était dans l'air du temps. Et ça...
quand on a regardé ce créneau de marché-là, on s'est dit, on n'a pas vu l'alignement des villes et tout ça au début, mais on prend des risques à un moment donné, puis on n'a jamais toute l'info dont on a besoin pour décider, mais feeling-wise, on s'est dit, je pense qu'on est à la bonne place. On y va. Et mon Dieu, ça a décollé comme une fusée, ce truc. Ah ouais. On parle de quelle année à peu près? 2009. 2009? Où on a commencé avec Montréal. Montréal, on a déployé en avril, je pense que c'est le jour de la Terre. Il y avait des dates qui étaient très... Symbolique, politique, ça sonne comme... Ah oui. Et je me souviens encore quand on avait fait l'introduction du système avec le maire, tout le monde était à vélo. Et puis moi, j'étais à vélo, puis j'avais mis des pantalons blancs larges. J'avais fait exprès. Mon message était, mesdames, peu importe ce que vous avez sur le dos, le Bixi est fait pour en prendre. La chaîne est couverte, vous ne serez pas toute noire rendu là, ça ballotte pas parce que la chaîne n'est pas apparente. Il y avait un message dans mon truc. Donc, je me souviens quand on a fait ça, c'était comme wow. Et ensuite, puis tout le monde nous attendait dans le détour. Hein. C'est pas exactement un genre de produit que tu livres dans ton lab à l'abri des regards. Là, c'était hyper média. On a amené le bike share en Amérique du Nord. On a ouvert ce marché-là avec Montréal. Donc, c'est une grosse affaire. Mais oui, parce que Montréal a été le premier. Là. Oui, absolument. Complètement. Et c'était drôle parce que les grands titres disaient « an overnight success », tu sais. Puis moi, je trouvais ça très drôle. Ça faisait juste 10 ans qu'on était là-dessus. Là. C'est comme ton succès instantané, on repassera. Mais bref. Les relations publiques. Marketing. Donc, on a fait ça au début de l'été. Et à la fin de l'été, une deuxième commande est rentrée. Donc, on a déjà fait la phase 2 à Montréal, là. Puis après ça, c'est parti, le Minneapolis, Londres, etc. Et ce courant-là, c'est que pour les administrations, le maire à Londres, à ce moment-là, a fait sa campagne pour devenir maire sur les vélos. Carrément. Donc, il le portait, ce projet-là. C'était un... Je ne sais pas si vous êtes allé à Londres avant qu'il y ait des vélos, mais honnêtement, ceux qui se promenaient à vélo, ils se promenaient avec un grand X jaune dans le dos. Frappez-moi pas, c'est épouvantable. C'était pas une ville accueillante pour les vélos. Et ce qui est important quand tu mets en place une solution de vélo en libre-service, c'est que tu aies une masse critique. Fait que quand tu arrives avec ce festival de vélos, c'est des milliers de vélos qui débarquent dans une ville. Mais là, la sécurité est au rendez-vous. Là, on est vraiment ailleurs. Les automobilistes s'habituent aussi à la présence de vélos comme ça. C'est une cohabitation, honnêtement. Puis, ça change le visage d'une ville, puis ça change la vie des citoyens. J'ai eu tellement de commentaires, moi, de gens qui ont dit « Ah, mais tu sais, ils peuvent s'entraîner plus, ils font un des segments de leur commute, de leur trajet du matin en vélo. Ça rend le monde de bonne humeur. Tu sais, c'est unique comme segment de marché comme tel. C'est très pragmatique, on discute de ça, belle business et tout, mais dans la vie, ça a changé la vie de tellement de gens, puis ça a rendu des administrations fières, contentes de porter le projet. Ça a entraîné des petites compétitions aussi en ville, ce que j'adorais, sérieusement. On installe à Londres, puis là, New York fait excuse. Comme, le FOMO s'installe, c'est parfait. Là. On ne peut pas être moins cool. Écoute, oui, on peut vous aider, vous aussi. Mais c'est déjà compliqué à être entrepreneur. Que dans l'agroalimentaire, toi, Marie-Josée, tu le vis comme avec ton usine. Moi, en médical, les lois, c'était extrêmement compliqué. Toi, dans le hardware, je veux dire, déployer des bornes avec des vélos, que ça soit tout connecté en temps réel. Je pense que tu as une anecdote où est-ce que, justement, tu étais à quelques mois de lancement, puis là, finalement, ton fournisseur ne peut pas livrer. Ouais, raconte-nous cette histoire. En fait, c'était le premier contrat pour Montréal. Donc, c'est mettre tout ça en place. Nous, on avait choisi de ne pas avoir d'usine. Déjà, être dans le hardware, c'était un choix. Fait que vous étiez propriétaire de la technologie, donc du IP qu'on appelle, mais vous donniez, dans le fond, la fabrication à d'autres. Exactement. Third party, qu'on appelle. Exactement. Puis comme notre modèle était de déployer un peu partout dans le monde, on avait vraiment une flexibilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On pouvait déplacer qui intégrait, assemblait, etc. Tu n'es pas obligé de tout fabriquer à la même place. Exactement. Et tu peux t'ajuster en fonction de. OK? Parce que c'est quand même du matériel, les frais de transport sont ce qu'ils sont, etc. Donc, le fournisseur, c'était l'usine qu'on avait choisie pour assembler nos bornes. Donc, tout le hardware pour la solution de vélo en libre-service. Donc, c'est un travail de longue haleine. Nous, on a nos spécialistes à l'interne qui s'occupent de monter je
j'ai juste des mots anglophones, là, c'est un peu fatigant, ce setup. Donc, de configurer ce que ça va prendre pour qu'on puisse livrer ces solutions-là. Donc, c'est des mois de travail. On arrive au jour J. C'est un mardi. Je suis à mon bureau et je le revois, le visuel. C'est comme si j'avais pris une photo. Alors, je parle au président de l'entreprise. C'est aujourd'hui le grand jour. On fait le go live. Puis il me dit, Isabelle, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, oui. On va faire faillite. Le jour J. Et là, c'est comme ta vie passe devant tes yeux. Là, c'est la fin les mots du d'église monde. qui passent. Non, mais tout, là. Tu sais, tu deviens vert, blanc, rouge. Tout y passe. Puis là, c'est comme, mais. Et là. Pourquoi j'ai choisi cette vie-là, Colin? Non, mais ouais. Et puis, mais pourtant, tu sais, quand on fait notre revue diligente pour choisir nos partenaires, tu sais, ce joueur-là, c'est une compagnie d'au-delà de 100 millions de chiffre d'affaires, financée par tous les grands. Bon, il y avait, je faisais, pourquoi? Il n'y avait aucun signal que ça allait se passer. Non. Ouais. Et donc, ça se passe. Et donc, là, plan B, C, D, E, là, qu'il faut mettre en place rapidement. Donc, ce qu'on a fait, en même temps qu'on continue à faire avancer le projet, qu'on développait un plan B, une autre usine, en même temps que j'ai placé un appel à mon client pour le tenir au courant des derniers développements et que sa réponse a été donc, tu es en train de me confirmer qu'on livre toujours comme prévu à la date prévue. Aucune empathie, quoi. Fait, j'ai fait. Merci pour la bienveillance. Alors, on se reparle bientôt. Donc, fait que ça a été cauchemardesque de devoir développer en trouvant un joueur. Ça a été cauchemardesque. Mais on l'a fait, on avait... à ce moment-là? Non, j'avais bien accouché à ce moment-là. Là, on est plus tard. Moi, j'ai accouché au début des années 2000. Moi, j'ai accouché en plein milieu de la bulle des technos. Je vois. Ça, c'était un autre... oui, ça. Mais en fait, c'était calculé, je dois dire. C'était vraiment... on pourra m'accuser de masochisme, mais moi, je le voyais pas du tout comme ça. La business, à ce moment-là, ça allait tellement mal dans l'éclatement de la bulle des technos. Là, soit vous l'avez vu, vécu, entendu parler. Les compagnies technologiques, c'était l'hécatombe, mais nous, on s'appelait quand même 8D Technologies. On venait de se louer des beaux espaces au centre-ville sur de Maisonneuve, 5000 pieds carrés. Rien n'allait plus, là, c'était l'enfer. Donc, on a un gros client à ce moment-là qui venait de faire faillite. On a perdu 1,5 million dans l'aventure. Là, on était une start-up de chez start-up. Là, c'était comme... Fait que j'ai dit, ouais, quel bon timing pour avoir des enfants. En fait, un enfant. Puis ma rationnelle en arrière de ça, c'est qu'à un moment donné, on a quand même une horloge biologique. Là, puis moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Puis là, je me disais, ça va tellement mal en business que, tu sais, avoir un enfant, c'est un projet positif. Donc... je prends le contrôle sur quelque chose. Là. En moyenne, un pied dans l'eau chaude, un pied dans l'eau froide, ça va bien aller. Donc, là, tu as fait l'écho, puis il y en avait 2. Oui. Ça n'a pas fait sa moitié. Mais j'ai toujours dit, ça c'est très drôle, j'ai toujours dit, moi j'aimerais bien avoir un garçon, une fille, des jumeaux pas dans le même œuf. Puis je disais tout le temps, garçon, une fille, des jumeaux pas dans le même œuf. Qu'est-ce que j'ai eu? Un garçon, une fille, des jumeaux pas dans le même œuf. Alors c'est très drôle. Incroyable. La force du mindset. Ben ouais, elle a écrit un livre complet là-dessus. On y reviendra, on en parle dans un instant, mais l'anecdote est trop juteuse. C'est quand même très drôle. Fait que j'ai eu mes enfants à ce moment-là, effectivement. Puis, ce qui est beau avec ça, c'est que, tu sais, les gens disent, mon Dieu, t'en as 2, ça doit être, c'est lourd, etc. Mais moi, j'en ai jamais eu juste un. Fait que j'ai aucune idée. C'est comme, et c'est fou parce que quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais de mon temps avant? Ah ouais, à quel point un enfant, tu réalises à quel point tu avais du temps libre? Sérieusement? Puis j'avais pas l'impression. Là. Toi, Marie-Jo, t'en as 3 en plus, 3 gars. Ah, bravo. Ah oui. Une équipe de foot. C'est magnifique. Non, mais tu avais déjà un enfant qui était ta business. Je veux dire, c'est une job à temps plein. Puis là, tu as en plus des jumeaux, toi, des bébés naissants. 3 fois. Ouais, moi, j'ai récidivé, mais il n'y a rien de calculé. Mais ce serait une autre histoire. Mais je suis vraiment, vraiment impressionnée. Fait que tu as géré la maternité, la business, la croissance avec ton frère. Comment tu as réussi à arrimer tout ça? Puis que ça se tienne, là, puis pas virer folle? Bien, de un, j'avais un très bon partenaire d'affaires qui a eu l'intelligence de me laisser justement m'organiser. Dans le sens que l'horaire avec les enfants, j'arrivais un peu plus tard le matin pour m'entraîner, éviter le trafic. Je repartais plus tard le soir. J'avais des moments à gauche, à droite, quand ils ont commencé à être plus vieux, l'école. Donc, lui m'a vraiment laissé. Puis c'est ce qui est très difficile en entreprise, le cadre. Quand tu n'es pas capable de bouger dans ce que tu as à faire, puis les contraintes, puis etc. Moi, j'avais des contraintes, mais ils venaient de moi. Et la façon dont je l'ai vu toujours, c'est j'ai des livrables, moi.
J'ai pas un 9 à 5, un 8 à 6 ou un peu importe. J'ai pas d'obligation de travailler de semaine, de week-end. J'ai des livrables. Et ces livrables-là me prennent beaucoup de temps. Si j'avais pu travailler une demi-journée semaine, j'aurais adoré, mais j'avais peut-être pas le talent ou je sais pas quoi. Ça n'a pas donné ça. Sauf qu'avec les enfants, dès qu'ils étaient couchés, l'ordi, je le réouvrais. Évidemment, mon entreprise était à l'international, mais pendant 2 ans et 3 mois, j'ai pas voyagé. Parce que j'ai allaité mes enfants pendant 2 ans et 3 mois. Donc, ça, pour moi, c'était important de le faire. Et ça a été OK. Parce que lui a eu cette, justement, intelligence de pas intervenir puis de supporter ça. Moi, ça m'a donné une certaine paix d'esprit et j'ai pu trouver mes solutions pour faire fonctionner ça. J'ai amené mes enfants au bureau, il y avait un parc, une poussette, je pouvais tirer mon lait, je les promenais. Puis tu sais, au début, je me souviens, ça m'avait marqué quand il était tout petit, tu sais, il y avait un codeur dans le fond qui avait dit « Hey, il y a un bébé qui pleure. » Puis j'ai dit « Mets tes écouteurs, m'en occupe, pas de problème. » Parce que je les promenais, on avait comme un îlot dans le milieu, puis je promenais les enfants. Le papa venait aussi beaucoup me donner un coup de main au bureau. Donc, c'était... puis un grand bout de temps, j'ai été la seule femme aussi chez 8D. Je me souviens qu'il y avait une conjointe qui avait demandé un décodeur à un moment donné. Mais là, Isabelle, comment elle va faire? T'sais? C'était une conjointe, mais l'employé qui était chez 8D l'avait regardé, puis il avait dit... Elle va s'arranger. Watch and see. Mais dans le fond, ton frère t'a fait confiance. Ton partenaire d'affaires, c'était ton frère, puis il t'a dit, écoute, je te fais confiance, il y a des livrables, je sais que tu vas livrer. C'était implicite dans votre entente. Il savait que j'avais livré. Quand j'ai accouché, il est venu me voir à l'hôpital, puis il avait les mains derrière le dos. Puis, je le regardais, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Non, qu'est-ce que t'as derrière le dos? Il me sort une enveloppe, un truc d'un partenaire financier à signer. Je venais d'accoucher. Oh my God! Mais c'est correct. C'est correct. Ouais, moi, c'est comme, donne-moi-le. Je veux l'info. Moi, des congés de maternité, pas tant, mais en même temps, j'aimais ça m'en donner une matinée avec les enfants, puis faire des trucs. Fait que j'avais liberté aussi, si tu as cette confiance-là de ton partenaire d'affaires. Oui. Ouais. Mais il fallait que tu livres. Il faut que je pose la question parce que non seulement tu es partie d'entreprise dans le hard tech, qui est à la fois complexe, mais le stéréotype de la femme en tech, c'est quelque chose qui t'a collé beaucoup. Tu en parles dans ton livre aussi. Puis ton livre a été écrit justement pour enfin avoir des analogies plus pour les femmes en affaires. Puis là, je suis avec 2 mamans entrepreneurs avec moi. Justement, comment faire face à ces stéréotypes-là, puis de ne pas avoir voyagé pendant 2 ans et demi, mettons. Est-ce que tu as senti le jugement? À ce moment-là, non, honnêtement. C'est drôle parce que il est arrivé toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'obstacles, mais c'est drôle, ça m'est venu spontanément quand j'ai écrit le livre. J'ai dit, tu sais, un obstacle pour moi est un obstacle non genré. C'est une emmerde, point final. Fait que si les gens portent un jugement sur le fait que ceci et cela, pour moi, j'étais une humaine. Un individu, une personne. Donc, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et honnêtement, ça m'aurait enragée. Je me suis fait fermer plein de portes et je le sais que c'est parce que j'étais une femme. Je l'ai constaté, mais j'ai glissé. C'était comme... Ça ne t'a pas limité. Non. Ça ne t'a pas défini le fait d'être une femme. Leur perte. Je veux dire, si la porte se ferme, OK. Et je continue parce que j'ai toujours essayé de regarder au-dessus de la vague. C'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est pas nécessairement de rentrer là, c'est d'atteindre tel truc. Donc, c'est plus loin. Puis en regardant ça, ça évite d'être amer. Puis ça évite de nous-mêmes fabriquer nos obstacles. Ah, mais là, parce que je suis une femme, ceci, cela. En disant ça, je viens de me couper les ailes. Alors que si je me fais fermer une porte, tu sais, les préjugés, je les ai subis, les regards de certains hommes, l'absence de crédibilité. Mais moi, c'est comme au suivant. Mais c'est pas même... un fuel, une essence de dire, ben justement, je vais vous prouver que c'est pas parce que je suis une femme que je suis pas capable ou c'était simplement... C'était surtout pour me prouver. Ouais. Honnêtement, j'avais beaucoup à me prouver, je pense. Puis j'allais pas lâcher le morceau jusqu'à ce que je sois à destination. Et quand je dis me prouver, c'est probablement prouver point. C'est important pour moi. C'est comme, je vais vivre à la hauteur de ce que je suis capable de faire puis de livrer. Puis cette business-là, je vais l'amener là où on veut l'amener. Puis je me fous des murs qui tombent, qui se présentent, des gens qui me disent non. Tout le monde me dit non tout le temps. Tout le monde m'a toujours dit non. Être entrepreneur, c'est se faire dire non. Puis je serais curieux, en toute honnêteté, entre le moment de la fondation de 8D Technologies et finalement la vente en 2017, est-ce que la destination, c'est celle que tu imaginais? Oui et non.
C'est drôle. Ça, c'est une réponse de politicienne. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est que l'objectif, pour moi, ça a toujours été l'indépendance financière. Et le véhicule que j'ai choisi, c'est l'entrepreneuriat, même si je ne pouvais même pas le nommer comme ça. Je veux dire, ça a pris du temps avant que... Être son propre patron. C'était de t'entreprendre. Ouais. Donc, bâtir. mais d'un point de vue de ce qu'on a bâti, la réponse est non. Donc, oui, je veux dire, la destination... Mission atteindre accomplie. l'autonomie financière complètement. Mais le chemin qu'on a pris, non. On est parti là, on a atterri là, puis jamais j'aurais pu dire, quand on est parti en 2000, le produit, qu'on allait atterrir dans le vélo en libre-service. Jamais. C'est fascinant, ça. Fait que, Il y a un fil rouge qui est clair, mais j'aurais pas pu le nommer comme ça. comment qu'on en vient à prendre la décision de vendre son bébé, finalement? À partir du moment où tu sais que c'est un véhicule d'autonomie financière, tu le sais que ça va se présenter. Tu sais que ça va faire partie de l'histoire. Maintenant, ça, c'est théorique. On a eu plusieurs opportunités. C'est très pragmatique comme vision. Oui, totalement. Pas très incarné, je dirais. Ouais. On a eu plusieurs opportunités de vendre dans l'histoire de 8D pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas abouti. Quand celle-là est arrivée, la dernière, moi, j'étais pas vendeuse. Puis j'étais pas vendeuse parce qu'on avait eu les réflexions avec mon frère. Et c'est comme, bon, mais à partir de là, on fait quoi? L'étape d'après. Et mon constat à moi, c'est qu'avec tout ce qu'on a déjà développé, la plateforme, la notoriété, ce qu'on a livré, moi, j'ai envie non seulement de continuer, mais de la doubler. Parce que ça, j'ai pas vécu ça. Puis on se fait souvent dire comme entrepreneur, ah oui, 5 millions, c'est toi. Après ça, 5, 10, c'est plus toi. Puis moi, c'est comme, non. Mon trip, c'est de faire des choses que j'ai jamais faites. Fait que je vais la doubler, on y va. Donc, j'avais commencé à renouveler mon équipe de direction. J'étais sur cette trajectoire-là. Et là, le partenaire américain nous approche. Isabelle, we should get married. Qui était motivate, là. Qui était motivé. À New York. Qui était un partenaire stratégique. On devrait fusionner. Ils voulaient nous acheter. Puis, de mon temps que j'ai passé avec le MIT, ils nous avaient toujours dit « Always entertain a good business conversation ». Donc, quand quelqu'un est arrivé avec ça, tu jases. Hein? L'histoire de non, Tu non, tournes pas non. la porte. Ouais. Fait que là, j'ai fait, bon, let's entertain. Donc, on a jasé, puis on a envoyé des paramètres en l'air. Il était d'accord. Il était d'accord avec tout le temps. Jusqu'à temps que je fasse, un instant, là, je veux dire, je vais faire le travail sérieusement. Donc, retour à l'interne, on a fait évaluer la chose, voir de quoi ça avait l'air. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai, finalement? Non. OK. Non. Il disait oui, mais ça restait... Il disait oui, mais il était sérieux, puis je comprenais pourquoi. Stratégiquement, pour eux, c'était important d'aller de l'avant avec cette acquisition-là. Donc, on a fait le travail à l'interne, sérieusement. On est revenu. Il était toujours d'accord. Mais là, j'ai fait bon. Donc, on est embarqué dans ce processus et je me suis fait un peu violence parce qu'on avait convenu avec mon frère du début quel était l'objectif. Puis une business en tech comme la nôtre, tu sais, au bout de 20 ans, tu sais, souvent, les compagnies se font, ça tourne, font flipper, puis etc. Nous, on avait un profil plus manufacturier dans le comportement qu'une vraie tech qui bouge vite parce que nous... Vous étiez plus comme marathon. Versus le sprint puis un exit, mais il n'y avait pas un contexte d'affaires où tu t'es senti un peu qu'il fallait que tu passes dans le saucisson. Tu sais, il y avait une conjoncture qui nous a amené. En fait, moi, qui a facilité ma décision dans le sens que à ce moment-là, il y avait une certaine consolidation dans l'industrie. Il y avait des joueurs chinois qui débarquaient avec énormément d'argent dans notre marché qu'ils ont utilisé comme prétexte. Ils n'étaient pas du bike share, mais ils voulaient aller chercher du membership. Donc, le véhicule pour le faire, c'était le bike share. Nous, on avait des solutions avec des bornes et des docks et donc des plateformes installés par terre. Eux, c'était du vélo, le free floating qu'on appelle. Donc, pas de borne attachée à rien. Tu prends ton vélo, tu le laisses n'importe où, tu es un membre, etc. Ouais, donc, puis Montréal a eu quelque chose de similaire avec les Lime, là, les trottinettes à une certaine époque. Ouais. Ça a été un shit show complètement. C'est là. ça. Dans les grandes villes, c'est le chaos. OK? Parce que ça prend de l'ordre, ça prend de la structure. Mais avant que les villes le réalisent, il y avait comme cet espoir fou que ça coûterait aux villes tellement moins cher pour offrir un service similaire au nôtre. Donc, nous, on avait ça qui s'en venait dans le rétroviseur. On voyait le marché se consolider. On était quand même une PME à Montréal qui desservait des clients partout dans le monde. Alors, quand notre partenaire, qui était notre partenaire à New York, nous propose de se consolider, de se fusionner puis de continuer l'aventure, ça avait du sens d'un point de vue stratégie d'entreprise. Le marché était dans l'état qui était à ce moment-là.
Mais est-ce que tu l'as fait un peu à contre-cœur? Est-ce que tu t'es senti quand même obligé, justement parce que, bon, il y avait la pression de la compétition, puis bon, un partenaire quand même prêt, stratégique, ou... Obligé, j'entends ta question. Je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai regardé d'un point de vue pragmatique, puis je me suis dit, les affaires, c'est une game. Et tu vas jouer la game qui est devant toi. Si tu veux jouer au basket sur une glace de hockey, ça ne va pas aller. Donc, en ce moment, adapte-toi, la là. donne, c'est ça qui est ça. Tu l'as Donc, dit, une question de timing aussi? Absolument. Et quand on a vendu finalement, puis c'est drôle parce que le processus au complet a pris 8 mois et jusqu'à la dernière minute, les acheteurs ont pensé que j'allais me retirer et je n'étais pas motivée. Je pense que probablement ça paraissait. Ouais. Et quand on a vendu, notre compétition était comme... Il était sûr qu'on avait une boule de cristal. Là, parce que la déferlante des solutions de free floating a été extrêmement difficile. Avant que le marché se réajuste, parce que ce que tu disais, le chaos, il y a des photos aériennes qui ont été prises dans des villes qui ont installé ça. C'était des pyramides de vélos. T'es-tu sérieuse? Tout proches et tout cassés qu'on voyait du ciel. Là, mon c'était Dieu. épouvantable. C'était pas Mais ça, tu n'aurais pas pu le savoir. Bien, conceptuellement, de laisser les vélos n'importe où, ouais. t'en ramasses sur des balcons dans une rivière, en plein milieu de la rue. Mais pour la c'était ville, un peu cowboy, là. mais pour la ville, c'était quand même justement tellement moins cher quand même. Très attirant. C'est pour ça que j'appelle ça the peak of hope. Avant de vivre cette réalité difficile, mais nos grandes villes sont restées avec les solutions qu'on a avec la structure, avec les stations, avec les bornes. Mais ça a été... Mais c'est un peu triste quand même parce que c'est ça, au Québec, on est des développeurs. Tu sais, moi, je te vois vraiment comme tu es une développeuse, tu es une stratège, tu as vraiment défriché là, dans ton domaine. Tu développes, tu as tout mis la R&D, vous avez inventé tout ça, puis là, ben, ça passe aux mains des Américains. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose pour toi qui était difficile ou tu t'es dit, ben justement, comme on se disait, c'était un peu un mal nécessaire, puis il n'y aurait personne, c'est la game, il y a une question de timing, puis il n'y aurait pas, anyways, un Canadien qui aurait pu me racheter, qui avait assez les reins solides, qui aurait pu être stratégique. Tu sais, tu l'as-tu vu comme ça ou... Ben, j'ai été forcée de le voir comme ça parce que j'ai eu des conversations pas agréables avec des gros joueurs financiers ici qui étaient vraiment pas contents qu'on vende. Et j'étais vraiment pas contente d'avoir ces conversations-là parce que pour une compagnie qui s'est bootstrappée pendant 20 ans, ma question était aussi, quand j'avais besoin, vous étiez où? Alors, je peux pas avoir... Ça fait un peu juge d'estrade, là. Ben oui. Je peux pas avoir toutes les responsabilités, mais pas avoir la liberté de choix et me faire reprocher un truc que j'ai porté à bout de bras la moitié de ma vie. Je veux dire, il y a personne qui a voulu se risquer au Canada. Non, mais sérieusement. Parce que mais je pense qu'il y a même des banques qui t'ont mis des bâtons dans les roues à certains moments. Non, mais tout à fait. Mais tout le temps, tout a été compliqué. Les gens gèrent leurs risques. Et ils ne voient pas nécessairement ce qu'on voit comme entrepreneur. Et ça, je le comprends. Je le comprends bien. Mais en même temps, tu ne peux pas me faire reprocher ça. J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Est-ce qu'on te l'a reproché vraiment comme ça, noir sur blanc? Oui. Ah ouais. Mais est-ce que justement, les banques canadiennes ont peur du risque? Bien sûr. Puis c'est que ce que j'ai réalisé, parce que j'ai eu toutes sortes d'aventures, pas le fun, où est-ce qu'à -1, tu te fais pas couper un financement. Tu te fais dire, on va y aller, mais en syndication. Tel Au mois de juillet. Ouais, c'est ça. Quand le closing est dans 2 semaines. Puis que si tu n'as pas ton closing... Tu fais pas la paye. Une fois de plus. Je veux dire, des choses comme ça, j'ai réalisé avec du recul qu'un des problèmes, c'était l'incompréhension que ces gens-là ont des gens avec qui ils transigent. La réalité des entrepreneurs qui n'est pas un truc qu'on peut discuter avec un verre de vin le vendredi. On y va-tu ou on y va pas? T'sais, on s'est engagé, là, les papiers sont signés et tout. On le fait-tu ou on le fait pas? Écoute, il y a beaucoup en jeu, là. Puis moi, cette responsabilité-là, je la porte, là. Il y a des employés qu'on paye, c'est des familles, c'est... Tu sais, quand ça a mal été chez 8D, quand on perdait des contrats ou qu'une banque ne voulait pas nous financer, tout le monde me disait, là, il faut que tu fasses des mises à pied, là. Là, il faut que tu baisses ton burn rate, là. J'ai toujours refusé de faire ça. C'est comme, OK, là, je vais faire ça. De un, ces gens-là dépendent de nous. Puis de deux, on repart comment? Quand on a coupé tout son staff, puis que moi, je suis dans l'innovation, la R&D, je développe des produits, puis j'ai plus personne. Fait que je l'ai pas fait.
Mais de ne pas le faire, tu sais, j'ai vécu ma vie avec un cash flow dans le front. Là. Je veux dire, moi, les chiffres, là, j'en mangeais pour déjeuner. Là. OK, comment on organise ça, les paiements cette semaine? Qui passe avant? Qui on peut retarder? J'en ai eu des conversations. Mon Dieu, j'en ai eu. Tu sais, je me suis jamais cachée, là, mais ça n'a pas été le fun tout le temps, là, on va se le dire. Là. On oublie que, tu sais, dans le fond, oui, c'est la décision de l'entrepreneur, mais c'est un écosystème. Puis l'écosystème, ben, c'est sa crise de job de supporter les entrepreneurs. Puis des fois, ben, quand on retarde un financement parce que finalement, on te choque à 2 semaines, ben, ça se peut que ça a des conséquences que finalement, l'entrepreneur, ça ne tente plus. Finalement, de continuer la ride. Si on aide nos entrepreneurs, finalement, pour juste leur donner un break, mais c'est peut-être là qu'on va réussir à garder nos entreprises. Toi, Marie-Jo, as-tu déjà songé vendre à des Américains? Ça t'habite-tu? Écoute, des fois? ça me donne des frissons quand elle parle parce que je me reconnais tellement pour l'avoir vécu aussi des enjeux de cash flow, puis bon, des banques... très, c'est ça, freiné par un certain risque. Puis du coup, à un moment donné, on s'est tourné vers une banque américaine. On est revenu au Canada parce que justement, on était trop risqué à un certain moment. Trop risqué pour le Canada, c'est ça qui est fou, mais pas trop risqué dans l'absolu. Ouais, pour le Québec, pour le Canada, on était trop risqué, mais on a tourné le bateau finalement pour différentes raisons. Mais moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que, dans le fond, il y a eu une transaction à Motivate. Une année plus tard, Motivate a été vendu à Lyft. Presque 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, fait assez rapidement. En rétrospective, si tu n'avais pas vendu 8D Technologies, où est-ce qu'elle serait aujourd'hui selon toi? Parce qu'il y a souvent un peu la prémisse de dire, si je ne vends pas, est-ce que je meurs ou est-ce que je suis capable de me démerder? Il aurait fallu qu'il se passe quelque chose juste parce que le marché était en consolidation et... à un moment donné, si tu t'isoles, puis moi, c'est ce que je voyais, si je reste sur mon île, j'ai beau être la meilleure, on gagne en équipe. Puis on avait besoin de l'équipe. Puis l'équipe s'est manifestée sous la forme d'une fusion. Nous, on a vendu 100%, mais on a racheté une part de part minoritaire pour envoyer un signal clair à nos employés et à l'industrie. On y croit, on est là, puis on va pousser. Et donc, moi, ils m'ont demandé, Motivate, d'embarquer sur leur conseil d'administration. Et on est parti pour cette aventure-là, justement, pour aller continuer à faire ce qu'on pensait pouvoir faire mieux dans ce groupe-là, donc accompagner. Ça a été une expérience fascinante, d'ailleurs, de travailler sur ce conseil-là pendant 2 ans avant qu'on vende. Mais tu sais... Fascinante pourquoi? C'était culturellement? Un choc culturel incroyable. Là. On n'est pas tous à la même place, mais c'était des entrepreneurs. Boys club, totalement un boys club. Des entrepreneurs chevronnés new-yorkais. Pas beaucoup de femmes dans les postes décisionnels. Et moi, je me souviens au début, je me considérais comme l'experte, ce qu'on appelle en anglais le subject matter expert, donc l'experte du domaine parce que c'était quand même mon entreprise. Ces gens-là venaient de différents domaines. Mais la première rencontre où j'étais assise à la droite du chairman, donc du président du conseil, puis sur un sujet, j'apporte une opinion, mon avis. Il a fait le saut, littéralement. Là, il y a de la vie à ma droite au secours. C'est quoi ça? Donc, quelqu'un qui parle? Non, mais ça les a comme brusqués. Je sais que je les ai brusqués, mais pour moi, c'était pas comme, mais là, comment je vais m'insérer dans ce conseil? C'est, OK, vous avez acheté ça, là. C'est mon travail de vous éduquer sur une réalité que je connais mieux que vous. Je veux dire, ça fait 20 ans que je fais ça. Et c'est là qu'on s'en va. Puis moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Fait que si je déplais et je dérange, faites avec. Parce que c'est là qu'on s'en va. Tu prends ta place. Donc, en fait, je considérais que c'était mon mandat, que j'étais légitimée et que si j'avais pas fait ça, j'aurais desservi leurs intérêts, même si je savais pas, les intérêts de 8D qui étaient devenus Motivate. Pour moi, c'est comme, je suis vraiment quelqu'un de résultat. Tu sais, objectif, résultat. Puis j'essaie de pas trop m'enfarger dans les fleurs du tapis, qui étaient eux à ce moment-là. No offense, mais je veux dire, j'avais un message à passer. Est-ce que ça a été aussi cette motivation-là qui t'a poussé à écrire le livre Mindset, de vouloir déranger, de vouloir justement prendre cette voie-là de tout ce que tu avais à dire? J'ai trouvé que j'étais dans une bonne posture pour régler des problèmes. Pour dire des choses, d'une part, pour aider. Je pense que je peux vraiment aider des entrepreneurs, intrapreneurs ou n'importe qui veut avancer parce que j'ai beaucoup appris et je réalise, parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, je coach et tout, à quel point ça les aide, ces partages-là. Fait que je voulais faire ça. D'autre part, il y a des trucs dans mon livre qui sont vraiment... Y a-t-il des problèmes qu'on peut régler au niveau de l'égalité, la diversité, tu sais, les femmes en affaires? Tout ça, ça me tape un peu sur les nerfs, j'avoue, parce qu'on est tous des humains sur la même planète. On peut-tu juste avoir une masse critique d'hommes et de femmes
pour, d'un point de vue résultat, si on parle encore des objectifs, là, atteindre nos résultats d'une meilleure façon, être plus équilibré. Alors, je trouve que je suis dans une bonne posture pour le faire essentiellement parce que j'ai bâti mon histoire à ma façon. Je dois rien à personne. Ça me dérange pas si on me tape sur les doigts. Je suis habituée de toute façon. Mais mon message est éminemment positif. Puis à date, c'est comme ça qu'il est accueilli. Je pense qu'il y a beaucoup à bâtir là. Moi, j'adore bâtir, mais je pense qu'il y a beaucoup à bâtir là. Donc, c'est l'idée du livre. Moi, et j'adore écrire. Moi, je vais revenir sur l'après. OK? Tu as vendu à Motivate. Motivate a vendu à Lyft. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu as eu une perte de sens? Tu sais, je veux dire, ton quotidien, c'était quoi? Comment tu t'es justement rebâti? Parce que tu étais très motivé par tes objectifs, les résultats. Puis là, soudainement, il n'y a pas 800 emails par jour. Comment tu t'es rebâti? Y a-tu eu un moment où tu as pris ça un peu plus relax? Ou tu es tout de suite lancé dans une autre aventure? Ce moment-là, avant d'écrire le livre, mettons. Oui. Ça a été, puis c'est bizarre, ça a l'air paradoxal, mais ça a certainement été la période la plus difficile de ma vie. Puis c'est drôle quand même, tu sais, je m'entends dire ça, puis c'est comme, OK, tu as atteint tes objectifs qui étaient hyper importants, indépendance financière, mais pour moi, c'est un objectif qui est comme un check sur une liste. Et, OK, c'est fait, mais tu sais, quand on dit « l'argent fait pas le bonheur », je le savais avant, je le sais encore plus maintenant. L'argent m'a jamais fait lever le matin. Il a fallu que j'aime vraiment mon aventure entrepreneuriale pour me lever à chaque matin pour faire ça. C'était certainement pas l'argent. Ça a tellement été compliqué. Donc, ce qui se passe quand tu vends, pour moi, ça a été une période trouble. Sérieusement. Tu parles perte de repères. Puis ça a commencé la minute. Tu sais, je me revois, là, quand on a vendu l'entreprise, on accueille le nouveau CEO qui rentre. Puis je lui avais dit, on avait jasé pas mal. Puis j'ai dit, garde, moi, je reste là 1 an pour faire la transition, ce qui est un classique. Mais j'ai dit, je me mêlerai pas de ton terrain de jeu. Tu sais. Les cultures étaient différentes et tout. Tu sais, je te cède la place. Moi, je suis là pour te supporter. Puis dans le grand espace qu'on avait au bureau, tu sais, je suis devant toute l'équipe, puis je le présente, lui. Puis après ça, je me retire dans les coulisses, puis je le regarde. Puis c'est ta vie, là, tu sais. Puis là, je suis là, puis je fais quand... Wow! Tu sais, là, puis lui mesurait 6 pieds 7, là, on était vraiment ailleurs, là, tu sais, un vrai de vrai. Puis là, j'ai fait, OK. Puis ça a commencé là. De rentrer au bureau. Et là, les employés viennent te voir comme avant. Mais moi, j'ai promis que j'allais pas me mêler. Fait que j'écoute, mais je peux plus être la solutionnelle d'avant. Je peux plus. Fait que je suis là, c'est comme, mais où suis-je? Qui suis-je? Ouais. Cette période-là a été extraordinairement difficile. Tout le monde m'avait dit, tu t'offres jamais 1 an. Mais moi, j'avais une balance de paiement attachée à ça. Regardez-moi bien, je vais rester là 1 an. Mais ce que j'avais fait aussi, c'est que je m'étais positionnée par rapport au CEO comme membre du conseil. Et le CEO se rapporte au conseil. Fait que donc, la relation était très bien à ce niveau-là. C'est juste moi. Tu sais, quand tu arrives aux douanes puis que tu dis, ouais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis là, tu fais, je me le demande. on peut s'en jaser. T'es en réflexion. Ouais, c'est ça. Combien de temps qu'on a? Ouais, mais c'est ça. Mais cette perte de repères-là, c'est quand même colossal. Puis après ça, tu sais, tout ce que tu n'as pas vraiment réglé dans ta vie parce que tu es tout le temps en train de courir, là, tu sais, tout ce qui est en dessous du tapis, ça remonte. Puis là, tu te dis, mais c'est quoi la prochaine échelle? Puis là, je m'étais promis, avant de repartir, de me calmer, de digérer. Très, très, très difficile mandat, sérieusement. Parce que tu veux, tu sais, et les gens présument que soit tu es une entreprise, soit tu es à la retraite. Entre les deux, il n'y a rien. Moi, je suis entre les deux. Ouais. Tu peux pas être en attente. Mais là, tu es un entrepreneur, tu as un spring dans le cul, c'est sûr que tu vas repartir à autre chose. Mais là, tu sais, j'ai pas dormi pendant à peu près 1 an, là. L'espèce d'adrénaline. En fait, probablement que j'étais en choc post-traumatique. En jasant avec un de mes clients qui avait eu un divorce très difficile, là, j'écoutais ses symptômes, puis à un moment donné, j'ai fait, mon Dieu, c'est ce que j'ai, là. Tu sais, tu dors pas, tu es toujours en hypervigilance. J'avais mon système à déprogrammer. Ça a été très taxant sur le système nerveux, cette business-là. C'était vraiment pas une compagnie style de vie, là. Nous, on était au front, là, tout le temps, là. Sérieusement, il y a des anecdotes dans le livre, mais il y en a tellement plus que ça, là. Les hauts et les bas. Et les bas que je balaye aussi, parce que si tu veux pas revivre tes échecs, j'ai un chapitre sur les échecs, honnêtement. J'en pouvais plus d'écrire là-dessus. J'en pouvais plus de me remettre là-dedans pour essayer d'aider les autres. Je me disais, non, mais il est nécessaire, ce chapitre-là. Faut regarder ça autrement. Puis je pense que j'ai un angle qui est vraiment différent pour aborder les échecs. Mais il a fallu que je me remette dedans.
sais. Et puis... C'est brasser de la merde un peu, là. Mais je déteste parce que je fais pas ça dans ma vie. Je veux pas revivre ça. Je l'ai vécu une fois, ça va être correct. Tu sais, je veux pas retourner là. Ça a-tu été rédempteur? Ça t'a-tu aidé? Une vraie thérapie. Sérieusement. J'ai écrit ce livre-là. J'ai adoré ça. J'adore écrire. Donc, pour moi, comme moyen de communication, c'est fantastique. Puis j'étais autant autrice que lectrice, dans le sens que quand j'écrivais puis je me relisais, puis si je souffrais d'un déficit d'attention en lisant un paragraphe, je savais que c'était mauvais, là, poubelle au secours. D'autres fois, je suis en train d'écrire des choses que j'ai écrites là-dedans, très, très difficiles à écrire. Très difficiles. J'avais les larmes aux yeux, je filais tout croche, puis je disais, OK, t'es à la bonne place, let's go. Des fois, je riais. Encore, je me lis aujourd'hui. J'ai beaucoup d'humour dans le livre parce que pour moi, l'humour, ça dédramatise. Je vis comme ça. Donc, je ris moi-même de mes gags. Je me dis, OK, on est à la bonne place. Donc, oui, absolument thérapeutique. Mais moi, j'ai adoré justement l'équation que tu as écrite. Puis, tu sais, je trouvais ça drôle, en fait, comme un entrepreneur. C'est très pragmatique de dire, bien, le succès, ça vient du plaisir, de la répétition, des compétences. Fait que c'était comme quand même une approche. On l'a entendu quelque part, mais ça n'a jamais été expliqué de la manière que tu le faisais. Puis, dans le fond, tu parles des lois de la jungle. Fait que c'est 10 lois, 10 concepts. Crois en toi et crois ta business. Tu disais aussi l'autre, c'est les stéréotypes, la diversité, l'échec. C'est quoi la loi que tu as apprise qui a été la plus douloureuse à appliquer, selon toi? Mon constat, c'est que c'est jamais des grandes choses. La vie se passe dans les petites choses répétées souvent. Fait que il y a eu beaucoup de trucs douloureux, mais beaucoup de petites choses qui ont amené énormément de positifs. Et le gros positif se génère dans le petit. Et ça a été mon grand constat. Le grandiose, ça naît dans le tout petit. Puis souvent, on est dans une culture de l'instantanéité. On veut que tout marche maintenant. Les gens aspirent beaucoup à être connus, reconnus, visibilité, célébrité. Dans le monde que je connais, c'est des petites choses. Tu sais, si tu veux être en forme, ben c'est pas comme, OK, ben là, moi, je m'entraîne une fois par 3 mois. Ouais, c'est ça. Puis let's go. C'est tous les jours. Ben, mais c'est ça, le business, c'est un marathon. Non, mais exact. Mais c'est des petites choses. Mais c'est ça pour tout. Tu sais, le mindset, tu sais, une des lois, c'est, je l'appelle body and soul, mais c'est l'harmonie, justement, entre la pensée puis le corps. Pour moi, c'est le corps qui mène. C'est lui qui au final, c'est le corps qui décide. Souvent, puis je l'entends d'entrepreneur, c'est comme, oui, l'entraînement, ouais, mais là, à ce moment, je suis tellement occupée, tu comprends. Mais là, si j'arrive à finir ça, je vais me récompenser, je vais aller au gym. Je fais comme, OK, toi, pour te récompenser, prends-tu ta douche? Est-ce que tu manges ton souper pour te récompenser? Pour moi, s'entraîner, c'est aussi vital. Puis je m'entraîne, oui, le corps, la conséquence agréable, c'est que le corps s'en porte mieux, mais je le fais pour ma tête. Donc, c'est plein de petites choses dans tout qui fait qu'on finit par se développer un système qui fonctionne, mais à chaque matin, ça recommence. À chaque matin, de chaque semaine, de chaque année, de chaque vie. C'est comme ça que ça marche. Puis ça, les gens, ils n'aiment pas nécessairement ça, entendre ça parce qu'on lâche à un moment donné. Mais ça prend de la discipline. Il faut avoir une discipline de faire. Oui, tu parlais du plaisir, Étienne. C'est là que le plaisir arrive. Plus discipline, plus plaisir, fois répétition. Oui. C'est ce que j'ai retrouvé. Si tu n'es que discipline, ça ne tiendra pas. Puis la discipline, tu sais, tu parles de courir un marathon. Si tu es entraîné, tu trouves ça correct. Il faut que tu aimes ça un peu. Mais ça ne nous tente pas tout le temps quand il neige puis qu'il fait froid puis c'est glissant à terre. Mais si tu cherches ton plaisir dans comment je me sens après, c'est toujours gagnant. C'est fantastique. Je me sens tellement bien. Tu sais, comme là, j'ai lancé mon livre hier soir. C'était un gros événement. Ça fait 3 mois que c'est comme ouf. Mais qu'est-ce que je fais beaucoup en ce moment? Je cours. Est-ce que j'ai le temps? Non. Mais ça me donne de l'espace entre les 2 oreilles. Ça me ramène les idées. Ça me motive. C'est chimique. Là. C'est la sérotonine, la dopamine. J'ai besoin de ça pour me mettre les 2 yeux en face des trous et avoir le goût. Ça m'amène du plaisir. Fait que tu le priorises. Je tente d'autres choses, puis ça, je le fais. Est-ce que tu faisais ça aussi quand c'était super intense avec 8D technologies? Tu prenais le temps. Tu prenais le temps. Totalement. Tu mettais ça dans ton calendrier, même avec des jumeaux. Je veux dire, mais moi, dans notre culture familiale, le sport a toujours été très présent. Puis moi, je dirais quasiment de naissance, je suis une nageuse. Okay. Mais nager, dans le contexte de l'entreprise, c'était vraiment compliqué, là, parce que, je veux dire, sérieusement, ça prend du temps. Le cheveu est mouillé, ça prend... Donc, la logistique ne marchait pas. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres sports. Puis
Puis je suis finalement tombée dans le jogging. Puis le jogging, c'est rapport qualité-prix, c'est fantastique. Là. Puis j'ai découvert que j'aimais ça en plus. Ça prend pas beaucoup de temps. Je voyage, mais j'ai toujours mes souliers avec moi. Découvrir une ville en courant, c'est magique. Quand les enfants ont eu 3 ans, où là, je m'entraînais, mais c'était pas systématique, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, jeune fille, là, tu te trouves quelque chose ou sinon tu meurs, littéralement, parce que ça avait plus de bon sens. Et c'est là que j'ai vraiment réintroduit systématiquement. J'étais tout le temps en train de m'entraîner pour un demi-marathon. Fait que je courais minimum 4 fois semaine avec les grandes courses le week-end. Je me suis fait une cédule où j'allais reconduire quand il était un peu plus vieux les enfants à l'autobus en courant. Je faisais ma course quand il était parti. Je revenais. Je partais un peu plus tard le matin pour me sauver un peu de trafic. Je revenais plus tôt le matin. Je revenais plus tard le soir. Fait que je décalais mes journées comme ça. J'ai jamais regretté aucun entraînement que j'ai fait. Puis si j'ai écourté ou manqué des meetings, je m'en souviens plus. Je m'en fous. Sérieusement. Puis moi, ce que je remarque, je suis un coureur aussi, parce que comme je dis tout le temps que qualité-prix, il faut que tu fasses 4 heures de vélo pour équivaloir à 45 minutes de course. Là. Fait que je n'ai pas 4 heures. Je m'excuse. J'adore les gens qui font des Ironman. Non, c'est mais magnifique. Comme, je comprends pas ça. Puis honnêtement, c'est la course pour moi devient... Je me rappelle pas de la souffrance de mes courses. Je reviens, là, je prends ma douche, puis je suis comme... On dirait que je sais que ça a été bon, mais j'ai pas vécu en pleine conscience cette souffrance-là. Totalement. Fait que tu finis, le cerveau oublie aussi de dire oui, c'est dur, oui, ça fait mal, mais tu le fais. Toi, Marie-Jo, c'est quoi ta routine de bien-être? Moi, je m'entraîne. Moi, c'est le matin. Je m'entraîne. C'est mon moment, moi. Yoga, training. Moi, je sens que mes journées, puis comme les deux, je suis vraiment meilleure quand j'ai cette discipline-là. Je suis fière de moi. Puis 2, j'ai les endorphines. It feels good. Ouais, it feels good. Puis je me sens beaucoup plus disponible. Je sens que j'ai eu un moment pour moi. Puis après ça, je peux vraiment redonner. C'est hyper important. Vraiment. Le truc, c'est juste de trouver ce qui marche. Oui, exact. Puis à mesure qu'on avance en âge aussi, ce qui marche plus nécessairement. Fait que t'introduis d'autres. Moi, j'ai introduit... j'avais fait du pilates avant, mais là, systématiquement... le yoga, je voulais pas en faire parce que la lenteur me stresse. Puis je voyais le yoga comme... Je peux pas m'asseoir là puis respirer. Là. Et j'ai commencé à en faire. Puis quelqu'un m'a dit non, mais ce cours de yoga-là, j'ai chaud. Là. C'est pas du yoga chaud. De yoga. Oui, exactement. J'ai découvert le merveilleux monde du yoga. Fait que là, j'ai mis ça dans ma routine. Il y a plein de choses dans ma routine, à part la course. Il faut juste trouver ce qui marche pour nous. Exact. Puis le faire sans arrêt. Si c'est la marche, vive la marche. C'est excellent. Mais quelque chose. Tu as vécu les plus grands hauts, les plus grands bas, tu as des cicatrices comme entrepreneur, de conquérir le monde, d'être partout. Si tu avais un conseil pour un entrepreneur québécois, un jeune qui avait envie de conquérir le monde à son tour, ça serait lequel? Qu'est-ce qu'on devrait changer dans notre culture ou dans nos façons de faire comme entrepreneur ici pour avoir un peu le même succès que tu as eu? Bien, de 1, je lui dirais, vas-y. Go, fonce. Go. De 2, je ne l'aborderai pas en regardant ce qu'il faut changer dans nos structures. Je le regarderai plutôt d'un angle, qu'est-ce que moi, comme individu, je peux changer dans ma structure. Et c'est beaucoup ça, le livre. C'est le retour à la base qui est, quand je contrôle rien, puis s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est Dieu que je ne contrôle pas grand-chose, à part moi. Et je me contrôle peut-être pas, mais au moins, j'ai le pouvoir de pouvoir me contrôler, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'appartient. Et pour me contrôler, de 1, il faut que j'apprenne qui je suis, que j'apprenne à me connaître. Moi, j'ai bootstrappé l'entreprise parce que je sentais que la personne que j'étais ne pourrait pas vivre cette histoire de WC. Pas parce que c'est mauvais. Moi, me connaissant, je savais que c'était pas pour moi. Donc, la base, c'est se connaître, prendre le temps de s'apprivoiser pour prendre des meilleures décisions pour soi et arrêter de dire « Ah oui, mais là, il n'y a plus de subvention disponible. Ah oui, mais là... » puis d'être en victime. Non, mais... Contrôle ce qui est contrôlable. C'est qu'il y en a qui vont toujours passer à travers, puis il y a des circonstances qui font que... Je comprends tout ça. Mais contrôlons ce qu'on peut contrôler. Puis juste de changer la perspective qu'on a sur les choses, ça change une vie. Puis... J'ai eu des vendredis soirs où un paiement n'est pas rentré, puis je regardais ma paye du mardi, puis je me suis dit, on fait pas la paye. Ça m'empêchait pas de dormir, honnêtement, parce que je savais que j'allais faire ma paye. Je savais juste pas comment. Puis est-ce que de stresser aurait changé quelque chose? Mais des fois, c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que tu peux pas t'empêcher de stresser. Fait que, mais j'étais tellement habituée d'avoir des revers que je me suis entraînée pour ça. Je me donnais un temps. C'est comme moi qui t'arrive une merde. T'as 1 heure pour te sentir tout croche. Fais ce que tu veux. Crie, hurle, braille, on s'en fout, mais au bout d'1 heure, c'est fini. OK, là, reviens.
focus, puis on règle le problème. Et je me suis entraînée comme une Olympienne, sérieusement. J'ai développé cette technique-là, ce qui fait que j'ai mangé des claques, j'ai gueulé ma vie, mais c'était comme, OK. Ça a été vraiment... L'objectif est là-bas, on y va. Le connais-toi toi-même à la base. Mais Osho a dit, vous connaissez Osho, Rajneesh? Oui. Un grand gourou indien a dit la plus grande découverte de tous les temps, c'est qu'on peut changer son présent et son avenir simplement en changeant son attitude. T'es fou, hein? Mais totalement. Puis mindset, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a des gens qui m'ont demandé, j'ai eu des relecteurs qui m'ont dit, tu sais, la science là-dedans. Puis la science là-dedans, elle dit exactement ça. Tu sais, l'histoire du mindset, il y a des gens qui, pour eux, moi, écoute, je suis chanceuse, j'ai un bon mindset, j'écris ça, puis ça, c'est pour les gens comme moi qui ont un bon mindset. Puis j'ai fait, excusez, l'inverse. Le mindset, c'est pour tout le monde. Si tu décides, c'est un tu choix, fais le choix. Ça se travaille. C'est un muscle. Ouais. Fait que, il peut être gros de même ton mindset, mais tu peux l'étendre, tu peux le travailler. Si tu choisis ça, personne n'a dit que ça serait facile. Personne n'a dit qu'il ne faut pas travailler. C'est un entraînement. Ça se passe à tous les jours. Puis il faut s'attraper dans le détour. Là. Je donnais des exemples anodins. Quand on se traite nous-mêmes de tous les noms, mais t'es donc bien épaisse, à quoi t'as pensé? Tu penses ça ou tu le dis tout fort? Ton cerveau, qu'est-ce qu'il vient d'enregistrer? T'es donc bien épaisse. Ça va pas. On peut pas entretenir ce langage-là. Fait qu'on va tous le faire à un moment donné, mais moi, je m'attrape au vol des fois. Je dis, Et à force de développer ça, je le fais plus. Des fois, je rage, je vais taper, je vais faire, non, va pas là. C'est correct. Puis là, je reste, respiration yoga, très, très utile. Mais on continue, on va pas là. Donc, c'est un paquet de petites choses, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde quand on va dire, ah oui, toi, t'es chanceuse, moi, je suis chanceuse. Viens, je vais t'expliquer ma chance, moi. Oui, c'est ça. Tout le travail qui est derrière ma chance. Ça. Non, mais sérieux, c'est... Fait qu'il n'y a pas de recette secrète, dans le fond. Non. C'est de choisir puis c'est de travailler sur ça. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a des relecteurs qui m'ont dit, ben là, moi, je m'attendais à ce que tu me dises. Puis là, ils partent puis ils m'expliquent. Puis là, je regarde, mais dans le fond, vous vouliez un livre de recettes? Puis il y a beaucoup de gens qui veulent des recettes. Moi, beaucoup de gens qui vendent ça aussi. Là. Oui, mais je ne crois pas à ça. Je ne crois pas aux recettes. Alors ça, je l'ai précisé, puis j'ai aimé ce commentaire-là. Je l'ai précisé dans le livre. Ceci n'est pas un livre de recettes. C'est un livre d'ingrédients. Vous faites votre recette. À vous à faire lever le gâteau. À chacun sa recette. Ce qui marche pour moi, là, je peux vous parler de jogging jusqu'à l'année prochaine. La moitié de la population s'en fout. Puis je m'en fous avec eux, sérieusement. C'est juste de trouver ce qui fonctionne marche pour soi. Puis on revient à la base. Se connaître. Je pense que la grande erreur, c'est d'arrêter de chercher. Quand les gens disent « Ah, mais j'ai essayé le jogging, ça n'a pas marché. » Puis, mais t'as essayé autre chose? T'as-tu continué de chercher? Puis il faut... c'est notre responsabilité de se connaître soi-même. Isabelle... Être résilient. Être résilient. Très bien dit. Ce que j'aime beaucoup de ton histoire, c'est que tu es vraiment une entrepreneur qui a tout vécu, qui a eu les plus grands revers, les plus grands succès, mais qui est restée grounded et qui redonne aujourd'hui, qui est très présente pour la communauté. Et ce livre-là en est la preuve, en fait, de continuer d'avoir cet héritage-là. Donc, merci d'être présente. Merci d'être restée au Québec aussi et de vouloir aider la prochaine génération. C'est vraiment... on est très chanceux de t'avoir. Mais c'est gentil. Puis si je peux me permettre, tu as dit d'entrée de jeu, il y en a qui partent quand on vend, partent. Mais moi, j'ai le goût de dire, moi, je suis pas partie. Je suis restée ici. Ce qu'on a développé avec l'entreprise, ce savoir-là, tu sais, quand t'es pas motivé à vendre, tu négocies mieux. L'équipe est restée. L'équipe continue à être le moteur. L'équipe est encore à Montréal. Moi, cette vente-là m'a permis d'apprendre tellement puis d'avoir le goût de redonner ici. Souvent, on focus beaucoup sur comme 8D, l'entreprise, mais 8D, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce que je fais aujourd'hui, c'est d'en aider d'autres à bâtir, à part les choses que je bâtis encore, mon échelle, mes projets, mais quand j'aide les autres, j'ai l'impression pour moi que c'est un travail d'équipe. Si je peux les aider, les motiver, les booster et qu'eux développent leurs entreprises, on est quand même jeunes encore dans l'entrepreneuriat tech au Québec. Énormément. Donc, si je peux les aider à faire ces coups de circuit-là, yes! Pour moi, je le vois vraiment comme dans une business, j'ai un impact une fois. Aujourd'hui, j'ai un impact que je peux décupler avec le livre encore plus et ce message-là, le porter partout sur la planète. Oui, le Québec, mais on est des humains qui vivons sur la planète Terre, qui a plein de problèmes partout.
On peut s'occuper de ça. Fait que pour moi, je suis partie nulle part, au contraire. Puis c'est cette expérience-là qui m'a donné ces prises de conscience-là extraordinaires, puis qui me permet aujourd'hui d'en aider d'autres, puis qui me le redonne bien, parce que c'est vraiment un partage. J'apprends tout le temps. C'est ça qui est tellement motivant, parce qu'on a du travail à faire, tout le monde. Puis moi, je crois au travail d'équipe. Puis ce que je fais en ce moment, je trouve ça vraiment génial, ces conversations-là. Puis avec vous, c'est super le fun. Vous faites avancer les choses aussi. C'est ça qu'on merci. veut. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu décuples, comme tu dis, ton impact. Puis l'entrepreneuriat, ça a été un moteur pendant un certain temps, un pan de ta vie. Puis là, mais c'est pas une fin en soi. Ça a été un outil pour justement faire autre chose, te redécouvrir. Et là, tu t'es redécouvert et là, tu décuples ton impact à travers d'autres entrepreneurs. Moi, ça vraiment une belle beaucoup, histoire. Cette question-là, parce que la durée de vie d'une entreprise dans le S&P 500 est à peu près de 18 ans. Donc, de toute façon, les entreprises qu'on considère comme des géants aujourd'hui, dans 18 ans, ils ne seront plus là. Fait que est-ce qu'on peut vraiment être attaché émotionnellement à toutes nos entreprises ici au Québec, sachant que c'est une roue qui tourne, mais tant qu'on garde le talent ici et tant qu'on en repart d'autres et qu'on aide les prochains, ça va tellement faire une différence. On va bâtir ce tissu-là de plus en plus. Puis je peux vous dire que là d'où je viens, début des années 2000, quand on a parti ça, versus maintenant, l'écosystème a fait des pas de géants. Nom de Dieu, j'étais vraiment sur mon île déserte pratiquement à ce moment-là. Je veux dire, qui était là? C'était une balade très solitaire. Puis aujourd'hui, je regarde les accélérateurs, les incubateurs. Moi, je suis au Santec, mais il y en a, il y en a. Je veux dire, c'est incroyable. Donc, faut pas arrêter. Mais on avance. On avance. Puis pour moi, 8D, je l'ai toujours vu. Puis ça, je l'ai toujours senti. Quand j'étais dans l'aventure, j'ai toujours senti que pour moi, 8D, c'est une pratique. C'était pas la fin. 0. La suite, puis je me suis souvent posé la question, mais pourquoi c'est si difficile? Je comprends que j'ai à apprendre. Chaque merde, je bâtis, mais j'ai toujours senti que c'est une pratique. Pour la suite, que je pourrais pas nommer, et j'adore ça, j'aime l'inconnu. Donc, on y va et on part avec le livre. On te réinvitera pour faire prochain épisode sur la suite. En fait, Isabelle Bété, merci énormément d'être venue au Dérangeant. Ben, merci à toi aussi, vraiment. Et vous à la maison, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify, Google. Allez voir le site web lesdérangeants.com, également notre chaîne YouTube pour voir tous les épisodes et depuis les 8 dernières saisons. En fait, donc une foule de ressources pour aider les entrepreneurs d'ici et, comme je disais, briser l'isolement. Merci encore une fois d'avoir été là. C'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!